Premier embarquement sur sous-marin, où on m'a fait comprendre qu'il allait falloir que je mérite l'oxygène que j'allais respirer à bord. Il a souvent tutoyé l'histoire, mais il ne s'est jamais marié avec elle. Je m'y suis tellement attaché que je vivrai toute ma vie avec lui. Le boulot d'un écrivain, c'est de faire revivre les morts. Donc, le livre, c'est plus qu'un objet, c'est un compagnon, quoi. Donc, Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien sur la chaîne Guerre et Littérature. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec le capitaine de vaisseau Vincent Gacquière. Bonjour commandant. bonjour Benjamin. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de son livre Le Capitaine Égaré. Avant de commencer, la question traditionnelle, commandant, quel est le dernier livre que vous avez lu ? Je vais plutôt parler du dernier livre qui m'a marqué. Et ce dernier livre, il s'appelle La mer cruelle de Nicolas Montserrat. C'est un livre qui a été écrit par un officier britannique et qui relate la guerre de l'Atlantique. Donc un roman qui est magnifiquement écrit, je pense un des classiques de la littérature de la Seconde Guerre mondiale, que j'aime conseiller avec Ouragan sur le Caine, qui est un autre classique côté américain. Et les deux romans sont absolument... déjà merveilleusement écrit. C'est un peu le pendant de Das Boot, côté britannique. Exactement, c'est un roman qui est suffisamment humain pour que, on vive et ce que ces marins vivent dans des conditions très compliquées. La peur, l'incertitude face aux sous-marins qui sont très difficilement repérables, des convois qui savent pertinemment qu'il y aura des pertes, et surtout des interactions avec l'ennemi et la façon dont on perçoit l'ennemi en tant que marin militaire. Effectivement, un roman que nous traiterons bien entendu sur la chaîne. Commandant, est-ce que vous pourriez parler un peu de votre parcours aux lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore ? Donc vous êtes dans les forces sous-marines, est-ce que vous pourriez développer un peu cette partie-là ? Je suis rentré dans la marine par l'école navale en 2001, sans avoir de famille militaire ni de famille de marins. Je suis cependant originaire de Dunkerque, donc là, voilà, et puis surtout l'air salé m'a rapidement manqué quand je suis parti faire mes études en lycée militaire. Après la Jeanne d'Arc, j'ai choisi de servir à bord des sous-marins, et étant de la spécialité, on va dire, ingénieur mécanicien, je suis naturellement devenu atomicien, et donc j'ai servi sur sous-marins nucléaires d'attaque et sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dans la filière énergie-propulsion. En parallèle, j'ai eu d'autres affectations dans les ressources humaines, dans les relations parlementaires également, et également dans le maintien en condition opérationnelle des bateaux. Une carrière assez variée, et donc aujourd'hui, je suis affecté à l'état-major des forces sous-marines, où je m'occupe de l'exploitation et des infrastructures des sous-marins français. Alors avant qu'on commence à parler de votre livre, j'ai 3 questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est comment est née votre vocation de marin, même si je me doute que le fait d'habiter à Dunkerque a pu jouer. La deuxième, votre vocation de militaire, puisque vous auriez pu être marin civil, vous avez vraiment choisi de servir au sein des forces armées. Et enfin la troisième, naturellement, dans la marine, au sein des sous-mariniers plus précisément. L'engagement dans la marine, je le dois à feu mon père. Je pense qu'il m'a piégé lorsque j'étais adolescent en me faisant visiter le Jean Bart. En fait, Dunkerque était la ville marraine du Jean Bart. Et donc ce bateau qui était alors flambant neuf, c'est un bateau qui sentait vraiment le combat. C'est-à-dire que c'est un bateau qui était racé, avait fait escale là-bas, et on avait fait visiter, on avait visité ce bateau, et j'ai été marqué par cette visite, par ce que j'ai pu voir parmi les marins, par la poésie qu'il dégageait. C'est cette espèce de mystère de voir ces personnes qui allaient bientôt disparaître au-delà de l'horizon. Et donc ça m'est resté, je pense que ça m'est resté dans un coin de la tête. J'ai pas eu la marine tout de suite en tête, mais en tout cas j'avais la ferme volonté de servir la France, et donc ça s'est matérialisé ensuite lors des classes préparatoires par l'attrait pour l'école navale, et donc en passant le concours. Après, le reste s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire, rejoignant l'école navale, que vous vouliez spécifiquement les sous-marins, ou c'est un peu un hasard de parcours ? Non, parce que je ne le connaissais pas. C'était un milieu que je ne connaissais pas. C'est ensuite la spécificité, la nature des missions qui m'a tiré, et bon, je n'ai pas été déçu. Je m'en doute. On va revenir maintenant sur votre livre, donc Le Capitaine Égaré. Est-ce que vous pourriez présenter un peu votre roman aux lecteurs qui ne l'ont pas encore lu ? Alors, Le Capitaine Égaré, c'est un roman de mer qui se situe pendant la guerre d'indépendance américaine. Et c'est un roman qui se fonde sur une histoire vraie, celle d'un marin malouin qui s'appelle Pierre Landais, doté d'un caractère plutôt irascible, très compliqué, persuadé que le ministre de la Marine et la Marine tout entière lui en veut personnellement, claque la porte de la Marine royale au mi-temps des années 1770,
et profite de l'opportunité de la demande d'aide des Américains vers les Français. Parce que Benjamin Franklin vient en France pour essayer d'attirer les Français comme alliés dans la guerre d'indépendance américaine. Et donc Pierre Landais, qui parle anglais, se fait embaucher. Le Congrès américain lui confie la plus belle de leurs frégates qu'il va commander. L'histoire de Pierre Landais en Amérique, c'est aussi l'histoire d'une rivalité. La rivalité qu'il va entretenir avec John Paul Jones, qui est un capitaine américain d'origine écossaise, mais américain, flamboyant, qui est considéré comme un héros aux États-Unis. Pierre Landais et lui ne se sont pas entendus. Pierre Landais a servi sous ses ordres. Il y a vraiment ce côté très cruel de voir que John Paul Jones va devenir un héros aux États-Unis, une légende vivante, alors que Pierre Landais va complètement tomber dans l'oubli. D'ailleurs, le début de votre roman commence comme ça, on le retrouve dans les rues de New York, un peu pauvre, un peu oublié, qui raconte des histoires qui font rire les enfants. C'est ce qui m'a attiré un petit peu dans cette histoire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'un reste dans l'histoire et pourquoi l'autre est complètement oublié. Il a souvent tutoyé l'histoire, mais il ne s'est jamais marié avec elle. Comment expliquer justement que l'un se soit élevé aussi haut, l'autre soit complètement tombé dans l'oubli? Il y a une question de caractère et de circonstances. Pendant la guerre d'indépendance, c'était une guerre faite de petits combats, d'escarmouches, de milices. Pour les Britanniques, qui étaient donc en Grande-Bretagne, cette guerre était assez lointaine et pour eux, les colons américains devaient rembourser ce que leur avait coûté la guerre de 7 ans. Ça avait été une dépense très forte pour les Anglais. Et puis, c'était une guerre lointaine qu'ils ne ressentaient pas dans leur chair tous les jours. Tout ça très lointain, avec un peu de ressentiment. Et en fait, John Paul Jones, qui était écossais, donc qui connaissait parfaitement les codes britanniques, en fait, John Paul Jones est le premier à avoir apporté la réalité de la guerre anglo-américaine sur le continent, par quelques opérations, des raids qui ont été retentissants et qui, en fait, ont été des véritables coups de butoir dans l'opinion publique britannique. Il était vu comme un pirate, comme un sanguinaire. Il y a des caricatures qui sont assez parlantes. Et puis ensuite, quand la France s'est engagée aux côtés des Américains, après la signature du traité d'alliance en 1778, tout le monde pensait que ça allait très rapidement donner des résultats. Notamment, tout le monde pensait que 1779 serait la grande année de la réussite des Français et Américains contre les Anglais. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça, pour des raisons diverses et variées. Et donc, les grandes attentes ont été déçues. Et arrive John Paul Jones, à qui on confie une croisière autour de la Grande-Bretagne, avec pour mission de faire une guerre de course. On lui fournit une escadre de bateaux français. En fait, on lui confie un bateau français, un bateau de la Compagnie des Indes qui va naviguer sous pavillon américain, mais qui sera appelé le Bonhomme Richard, un bateau qui aura un retentissement fameux dans l'histoire. Et Pierre Landais comme subalterne sur l'Alliance, son autre bateau. Et en fait, dans ce marasme historique de 1779, John Paul Jones va remporter une bataille contre toute attente, parce que tout était fait pour qu'il perde face à un bateau qui s'appelle la Serapis. Et en fait, le 20 septembre 1779, le 24 septembre 1779, John Paul Jones va remporter une victoire un peu symbolique, parce qu'en fait, il s'attaque à des bateaux qui protègent un convoi marchand. Le convoi marchand va réussir à s'échapper, mais en fait, John Paul Jones va réussir, en tant qu'Américain, à couler un bateau de la couronne britannique, au terme d'une bataille terriblement sanglante. Le symbole est extraordinaire. Le symbole est énorme. Et en fait, cette bataille est l'aboutissement d'une croisière absolument folle. Je dis croisière parce que c'est le terme de l'époque. Au cours de laquelle Landais et lui vont vivre un véritable duel, en fait, que je pense Landais va instaurer. À un moment, vous le racontez dans votre livre, il manque d'en venir aux mains. Exactement. Duel, donc ça, c'est effectivement, il manque de se battre sur le bateau de John Paul Jones. Pierre Landais lui désobéit à plusieurs reprises. Le jour de cette bataille, en fait, John Paul Jones, peut-être qu'il en est persuadé, peut-être qu'il en a fait une opportunité, accuse Pierre Landais d'avoir tiré sur son bateau et de l'avoir coulé. Donc il accuse Pierre Landais d'avoir tiré les coups qui auront coulé le bonhomme Richard. Et en fait, cette victoire, elle va lui donner une réputation exceptionnelle en France. Il sera fait chevalier du mérite militaire ou quelque chose comme ça. En tout cas, Louis XVI va lui remettre une épée de chevalier. Il va avoir une aura formidable. Alors que Landais, lui, va se retrouver à commencer à se battre avec l'histoire. On va le diffamer. Et donc, pour lui, c'est le début d'un enterrement de première classe en histoire. Mais Pierre Landais est un phénix et il renaît toujours des fins fonds de l'histoire, il rejaillit toujours des fins fonds de l'histoire, pardon. Et donc, plus tard, ça fait pas partie du roman, je l'évoque très peu, mais il reviendra et deviendra contre-amiral pendant la Révolution française. D'autant plus que la façon dont vous décrivez cette bataille, c'est Pierre Landais qui a sauvé John Paul Jones. En fait, c'est ce que dit le capitaine de la Serapis, donc le bateau contre lequel se battait John Paul Jones, dans la cour martiale,
qu'il a subi. Il explique que, en fait, l'arrivée de Pierre Landais... Alors, la scène de bataille, elle est effroyable, elle dure plusieurs heures. En fait, vous avez la Sérapis et le bonhomme Richard qui sont tête bêche l'un contre l'autre, qui se tirent des coups de canon dans les entrailles, et il y a des canons qui ont explosé à bord du bonhomme Richard. C'est un charnier à l'intérieur. Le bonhomme Richard est complètement éventré en feu. La Sérapis n'est pas en très bon état, mais le bonhomme Richard est quasiment prêt à couler. Et en fait, Pierre Landais fait le tour et essaie de tirer sur la Sérapis sans toucher le bonhomme Richard. Les marins du bonhomme Richard de John Paul Jones sont persuadés que Pierre Landais est en train de leur tirer dessus. Alors qu'il venait à leur secours. Voilà. Et l'Anglais, en fait, dit dans sa cour martiale que comme il a vu Pierre Landais arriver, il s'est dit, bon, ma mission est accomplie, les bateaux sont à l'abri, j'ai plus rien à gagner, ils sont en supériorité face à moi, donc j'aurai les armes. Le capitaine du Sérapis. Le capitaine du Sérapis, voilà. On va revenir un peu sur Pierre Landais. Déjà, comment vous avez découvert ce personnage, et ensuite, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur un personnage qui est quand même passablement aigri, très sombre, tel que vous décrivez dans ces pages? La rencontre avec Pierre Landais, elle est intervenue juste après la publication d'un ouvrage sur Simone Veil, qui est mon premier ouvrage, publié aux éditions de l'École de guerre, qui était un essai sur l'appréciation de ce qu'elle appelle la force par Simone Veil. Je cherchais un autre projet littéraire, et en fait, en discutant avec un historien qui avait animé un colloque sur John Paul Jones, qui s'appelle Patrick Villiers, on rediscute de John Paul Jones, qui a été enterré à Paris, John Paul Jones, en 1792. Il est toujours? Non, en fait, l'histoire est fameuse. C'est-à-dire que John Paul Jones est revenu en 1792 en France avec l'espoir de se faire embaucher. Il y meurt rue de Tournon, il y a une plaque là-bas, c'est en face du Sénat, en face du Palais du Luxembourg. John Paul Jones meurt, et étant protestant, il est enterré dans les faubourgs de Paris. Le cimetière est oublié, Paris s'étend, le cimetière est remblayé, des immeubles sont construits dessus, et John Paul Jones est oublié. Et au début du XXe siècle, l'ambassadeur américain à Paris se met en tête de le retrouver. Et donc ils font des recherches, ils identifient où se trouve le cimetière, ils obtiennent le droit d'aller creuser sous les immeubles, et comme John Paul Jones avait été enterré dans un cercueil de plomb immergé dans de l'alcool, c'était pas évident, mais en tout cas, le corps qui a été retrouvé correspondait en tout point à John Paul Jones. C'est incroyable comme histoire. C'est incroyable. Et donc, le corps de John Paul Jones a été rendu aux États-Unis, et aujourd'hui, il est enterré à Annapolis, au sein de l'école navale américaine. Et donc, je connaissais cette histoire, on en parle avec Patrick Villiers, et il dit, mais vous savez qu'il y a un Français qui a exactement un destin en miroir, en fait, un destin à la fois en miroir, symétrique, opposé, Pierre Landais, qui aujourd'hui est enterré et oublié à New York. Et là, c'est le début de l'enquête, et donc je me rends compte, effectivement, de ce personnage oublié. Et je sais qu'il est enterré là-bas, mais la tombe a disparu, autour d'une cathédrale qui s'appelle Old St. Patrick à New York. Je me mets à faire des recherches, je me rends compte que les quelques micro-biographies qui sont publiées sur lui sont fausses, enfin, qu'elles sont incohérentes, en tout cas, entre elles. On le présente comme fou, et on raconte cette histoire absolument folle de l'alliance contre le bonhomme Richard. Et donc là, pour moi, c'était le début d'une enquête, et surtout, mais pourquoi est-il oublié là-bas? Et donc, c'est le début de 5 ans de recherche et d'écriture qui aboutissent au Capitaine Égaré. Donc ça veut dire que pendant 5 ans, vous avez vécu avec un personnage au quotidien qui n'est pas forcément le plus facile à vivre. Je m'y suis tellement attaché que je vivrai toute ma vie avec lui. Voilà. Et, je le connais bien, j'ai lu ce qu'il a écrit, j'ai fait des recherches sur sa famille. C'est vrai que c'est une constante un peu chez tous les écrivains que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Tous me parlaient de leur empathie au personnage et de la place qu'ils commençaient à prendre dans leur vie. Le boulot d'un écrivain, c'est de faire revivre les morts. C'est un peu ce que j'ai fait là. C'est finalement sa dernière renaissance que j'essaie de lui offrir. Et en tout cas, moi, je m'y suis attaché parce que certes, il a un caractère irascible, mais aujourd'hui, il serait soigné pour ça. C'est-à-dire que c'est une pathologie. J'ai surtout senti que c'était quelqu'un de profondément malheureux. J'ai essayé d'être le plus nuancé et le plus objectif possible. Effectivement, vous avez ce passage dans votre livre où vous décrivez Landais, et vous dites « Je ne sais quel péché il a commis, mais notre capitaine est un condamné, comme le fut Tantale pour avoir offensé les dieux. Son supplice est de ne savoir vivre ailleurs qu'en mer, alors même que la mer agit comme un lampoison pour sa raison. Nul ne peut le côtoyer sans devenir son ennemi. » À part vous, visiblement. Il avait quand même quelques soutiens, parce que sinon il ne serait pas revenu lors de la Révolution française. Et en tout cas, de ce que j'ai lu de lui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas vouloir accomplir les missions qui lui sont données. Il fait ses missions. Et ce qui s'est passé entre John Paul Jones et lui, la vision de Pierre Landais, c'est que la mission qui leur a été assignée a été un échec. C'est-à-dire, on retient de la bataille de Flamborough Head que la victoire de John Paul Jones, mais en fait, dans l'esprit de Pierre Landais, c'est une défaite parce qu'ils n'ont pas réussi à aller contraindre la flotte marchande
que convoyaient ces bateaux, ces Et qui, au navires final, a réussi à britanniques, s'échapper. qui ont réussi à s'échapper. C'est intéressant parce que il y a un peu ce côté où on dit toujours que dans n'importe quelle opération militaire, vous envoyez 4 personnes, les 4 personnes vont revenir et auront vu chacun 4 choses différentes, 4 versions différentes de l'histoire. Ce qui complique de fait la tâche et de l'historien et de l'écrivain Et dans dans le l'histoire. cas, elles sont irréconciliables. En fait, Pierre Landais a souvent des témoignages à charge. En fait, le témoignage qui a donné le là, c'est la lettre qu'a écrite John Paul Jones la première fois qu'ils ont touché terre après cette bataille. Et en fait, la légende noire a commencé à s'écrire à ce moment-là. La réalité est probablement plus nuancée. Pierre Landais n'est pas exempt de tort parce qu'il a clairement désobéi à certains moments, qu'il a fait preuve parfois d'une mauvaise foi redoutable, mais en tout cas, il a participé à l'histoire américaine. Est-ce que dans l'histoire américaine, on s'en souvient encore de Pierre Landais? Non, très peu. Les biographes de John Paul Jones en font un portrait au vitriol. Récemment, il y a eu un petit peu une reconsidération de cela dans quelques ouvrages historiques. Si vous allez à Old Saint-Patrick, c'est dans le quartier italien, c'est la cathédrale dans laquelle Martin Scorsese a été enfant de cœur d'ailleurs. Et en fait, le cimetière c'est un cimetière américain avec des pierres des pierres tombales qui sont très anciennes, qui sont effacées, qui sont un peu tordues. Celle qui aurait pu être celle de Pierre Landais que j'ai repérée sur une photo, elle n'est plus là. Ça aurait été un beau jet, justement, on leur rend le corps de John Paul Jones, ils nous rendent le corps de Pierre Landais. On ne peut plus le retrouver là. Et dans la Marine nationale aujourd'hui, quelle est la place de Pierre Landais? Elle est nulle. Il n'est pas connu. En espérant que votre livre lui rende la place qu'il mérite. Est-ce que d'ailleurs il y a une traduction prévue en anglais peut-être? Pas pour l'instant, mais c'est un pan de l'histoire américaine, donc pourquoi pas. Comme je dis, j'ai essayé de faire quelque chose de nuancé, c'est-à-dire de peindre les gens tels qu'ils étaient, avec leurs défauts, leurs qualités. Leurs défauts, leurs qualités. Et notamment, je mets en scène tout l'arrière-plan diplomatique, toutes les tensions qui ont existé entre Franklin et Arthur Lee, voilà, qui s'est servi de Pierre Landais pour ses dessins. En fait, Pierre Landais a navigué avec lui. Enfin, il a rencontré George Washington, Pierre Landais, aux États-Unis, et il a aussi navigué avec le deuxième président des États-Unis, John Adams, qui en fait un portrait un peu atypique. Mais donc, il a tutoyé toutes ces personnes-là. Donc, il y a un moment où il convoie le marquis de Lafayette aux États-Unis. C'est lui qui a ramené Lafayette en France avant que Lafayette reparte avec l'Hermione aux États-Unis. En fait, Lafayette était parti sans l'autorisation du roi. Il s'était enflammé pour la cause américaine et il est parti très très jeune. Et en fait, lorsque la France a effectivement déclaré la guerre, George Washington l'a renvoyé en France. Déjà, Lafayette devait venir s'excuser auprès du roi et se faire punir, et aussi demander du soutien. Et donc, c'est la première mission qui est confiée en tant que capitaine américain, parce qu'il a été naturalisé, à Pierre Landais. Et il l'amène à bien, encore une fois, dans des conditions dantesques, avec une tempête telle qu'il n'a jamais rencontrée. En tout cas, c'est lui qui le dit. Et encore une fois, une mutinerie, pas très loin des côtes britanniques. C'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Mais il a ramené Lafayette vivant. C'est aussi lui qui a ramené le père de l'infanterie américaine aux États-Unis. Qui est? Le baron von Steuben, un officier prussien dont le curriculum vitae a été inventé un peu de toutes pièces. C'était effectivement un capitaine, qu'on a présenté comme un officier général aux Américains. C'était une astuce du comte de Saint-Germain, qui était un ancien ministre de la guerre, et de Beaumarchais. Et c'est lui qui va transformer les milices américaines en ébauche d'infanterie, lors d'un hiver terrible à Vallée-Forge. Donc, de la même façon, Pierre Landais a apporté sa pierre à l'édifice. Il y a une chose qui transparaît complètement dans votre roman, c'est qu'il a le culte de la mission. Et ça, autant humainement, il a l'air complètement exécrable, autant militairement, c'est un professionnel. C'est un excellent marin, ça c'est indéniable. On va revenir un peu sur votre parcours à vous, et justement parce que derrière chaque livre, il se cache un écrivain, et en ce moment, derrière chaque écrivain se cache un militaire. Quelle a été votre expérience la plus marquante que vous êtes autorisé à nous dire de votre carrière? Je dirais, en fait, premier embarquement sur sous-marin, ma découverte, voilà, mon entrée dans le monde des sous-marins, où on m'a fait comprendre qu'il allait falloir que je mérite l'oxygène que j'allais respirer à bord, et donc qu'il allait falloir que je trouve ma place et que je démontre ma capacité à devenir sous-marinier. Et je garde de cette première année à bord des forces sous-marines une année de découverte, de stage ouvrier aussi, pour démarrer des moteurs, des pompes, etc. On le fait avec tout le monde. Là, il faut vraiment qu'on fasse nos preuves en tant que jeune officier au cours de ce stage ouvrier. Et le résultat de cette première année, ça restera un souvenir impérissable. Ensuite, vous avez été officier, vous avez eu des hommes sous votre commandement. Comment est-ce que vous caractériseriez votre style de commandement, ou en tout cas les grands principes qui dictaient votre conduite? C'est une autre question difficile. je pense que, c'est de la confiance a priori, confiance envers les autres, voilà, en confiance au système qui forme en fait les autres. La volonté de tirer le meilleur de chacun, en tout cas d'essayer de permettre à chacun de révéler ce qu'il avait de meilleur.
notamment dans des situations de stress, des situations compliquées, c'est-à-dire essayer d'aller faire en sorte qu'on arrive ensemble à aller au-delà de ces situations. Et puis, il faut laisser la place à la contradiction. Il faut avoir un style de direction, de commandement assez humble pour que si vous faites une erreur qui peut condamner beaucoup de monde, quel que soit le grade de la personne qui soit en face de vous, elle puisse vous dire « Attention chef, là vous êtes en train de faire une bêtise ». Donc il faut à la fois ne pas avoir de doute quand on prend une décision, mais être capable, dans la préparation de cette décision, d'ouvrir la porte à la contradiction. Je reviens sur ce que vous disiez, le fait de mériter l'oxygène. Il me semble que les sous-mariniers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, la première fois qu'ils montaient sur un bateau, on avait justement cette phrase « Vous ne méritez même pas l'oxygène que vous êtes en train de respirer, vous allez devoir le prouver ». En fait, la place est comptée. L'oxygène à bord, il faut le produire et il faut évacuer le gaz carbonique. Les bannettes sont comptées. D'ailleurs, il y a souvent des gens qui dorment sur les rances, ce qu'on appelle les rances, donc là où on stocke les torpilles. Donc oui, effectivement, il faut gagner sa place. Mais en fait, il y a une bijection entre le travail fourni et le résultat. C'est-à-dire que si vous travaillez, vous aurez votre place. C'est un principe républicain essentiel. On est peut-être une des dernières institutions, enfin en tout cas on est une institution qui compte beaucoup sur cette méritocratie, notamment lorsqu'on a des officiers sous ses ordres. Quand j'étais chef du groupement navire, donc chef machine sur les sous-marins, j'aimais bien avoir des adjoints qui aient des profils différents. Issus de l'école navale, très bien, mais aussi des gens qui ont été officiers mariniers auparavant. Officier marinier, c'est l'équivalent des sous-officiers dans la marine. Mais d'avoir ces gens qui ont cette patine de l'expérience, etc., parce qu'en fait, ils ont des points de vue différents. Comme on est dans un milieu où il y a différents référentiels de sécurité, sécurité vis-à-vis de l'immersion, sécurité nucléaire, etc., en fait, cette capacité à avoir des points de vue différents, c'est ce qui fait la sûreté de fonctionnement des bateaux. Donc à la base, vous avez quand même un profil plutôt mathématicien. Comment est-ce que vous êtes venu à la littérature, ou quel était votre rapport à la littérature depuis le début ? J'ai un cursus scientifique, ouais, effectivement, mais la littérature a toujours été présente. Enfin, en tout cas, j'ai toujours lu. La littérature, c'est cette expérience qui est transmissible. Elle permet de vivre toutes les expériences que la vie ne nous donnera pas le temps de vivre. Quand vous lisez Madame Bovary, quand vous lisez La Mer Cruelle, quand vous lisez des romans historiques de Robert Merle, en fait, on vous fournit en fait des clés de compréhension du monde, de compréhension des relations humaines, etc. Ça se fait assez naturellement, mais c'est absolument fondamental de conserver ce lien avec la littérature. C'est très juste. Sur les vidéos qui présentent des livres qu'il y a sur la chaîne, je finis toujours par une petite citation. La toute première citation de la toute première vidéo, c'était une citation d'Umberto Eco qui disait que celui qui ne lit pas n'aura vécu qu'une seule vie. Celui qui lit aura vécu 5000 vies. Umberto Eco a dit autre chose qui est déculpabilisant pour les lecteurs comme vous et moi, c'est-à-dire qu'il nous dit c'est pas grave si vous achetez des livres et que vous n'avez pas le temps de les lire, c'est bien de les avoir quand même. Le livre, c'est plus qu'un objet, c'est un compagnon, quoi. Donc c'est très joliment dit. À bord des sous-marins, qu'est-ce que vous preniez comme type de livre avec vous ? Des romans, de la poésie, un peu de tout ? Oui, un peu de tout. L'essentiel, c'est de ne pas se mentir et de se dire qu'on va lire des essais philosophiques pendant toute la patrouille, quoi. Donc il faut un petit peu varier. En tout cas, j'étais attaché à ne pas ne pas lire avec une liseuse, mais avoir effectivement un petit stock de livres. Voilà. Et il y a aussi la bande dessinée qui est présente, etc. Donc, chaque sous-marin a sa propre bibliothèque, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Au carré, il y a des livres qui sont accessibles, et puis aussi à la cafétéria, il y a aussi des bandes dessinées qui sont accessibles à tout le monde. Ouais. Quel conseil de lecture auriez-vous pour un jeune qui veut s'engager dans la marine nationale ? Alors, si c'est pour les sous-marins, je conseille le livre de Robert Merle, qui s'appelle « Le jour ne se lève pas pour nous ». Tout à fait, qui a été présenté sur la chaîne d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. En fait, la difficulté pour les jeunes qui s'engagent, c'est d'arriver à se représenter ce qu'est une vie de marin. Alors, on ne pourra pas faire vivre exactement ce qui s'y passe, mais en tout cas, c'est des portes qui permettent d'y accéder et de voir un petit peu les différentes spécialités qui coexistent, ce que c'est une vie d'équipage, etc. Donc, est-ce que vous avez d'autres projets de romans en cours, peut-être la suite justement de l'histoire de Pierre Landais ? Non, Pierre Landais, c'est terminé. Mais oui, j'ai d'autres projets. Je suis en train de travailler sur un autre livre de mer à une autre époque. Excellent. Nous attendons de le lire avec impatience. Avant de conclure cette interview, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait aujourd'hui s'engager dans la marine ? De fixer ce qu'il ressent au moment où il va franchir la porte d'un centre de recrutement. Parce que, en fait, quand on choisit ce métier, et jamais par hasard, c'est vrai pour toutes les armées, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce petit supplément de volonté de servir qui nous pousse à choisir ce métier. Et donc, cette petite flamme, il ne faut pas que l'habitude, l'usure des années, en fait, vienne éteindre cette petite flamme. Il faut que quand on passe à côté du pavillon, il faut toujours que ça nous fasse cette petite chose particulière, là. On a la chance de faire un métier exceptionnel.
On le voit là dans ce musée avec des outils remarquables qui sont un peu l'expression du génie français. Il faut que ça reste un émerveillement permanent. Donc le conseil que je donnerais, c'est souviens-toi de ce que tu as vécu, de ce que tu as ressenti, le jour où tu as passé le panneau d'un sous-marin, le jour où tu as franchi la coupée d'un bateau, le jour où tu as franchi les portes de ton école, et garde cet émerveillement pour toute ta carrière. Vous avez réussi à le garder à votre niveau? Ça s'entretient. Tout ça, c'est jamais un acquis, c'est un effort permanent de la nation. Le drapeau mérite tout ça. Eh bien, merci beaucoup, commandant, pour cette interview. Merci Benjamin.